Bonjour, on est le lundi 15 juin 2020 et cette vidéo va concerner donc les os, les os. Alors, je vais faire des vidéos qui vont bien séparer les choses parce que les glucides. Bon, je vais voir dans cette vidéo les os. Alors, les os, qu'est-ce que c'est? Les os, c'est une sous-structure de ce qu'on appelle les glucides. Les glucides, dans l'alimentation, on a besoin de glucides, de lipides et de protides. Protides, voilà. Alors les glucides, ce sont ce sont les sucres. Ouais, attention que les diététiciens ont des façons de voir les choses différentes. Il faut faire très attention. Bon, en général, les glucides, ce sont les sucres. Les lipides, ce sont les graisses. Et les protides, ce sont les protéines. Protéines. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi ceci? Tout simplement parce qu'en fait, un corps humain ou animal doit s'alimenter. Moi ici, je prends l'être humain. Il doit s'alimenter. L'alimentation, il va la chercher dans le monde, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis du monde intérieur pour s'alimenter. Parce qu'un être humain, qu'est-ce que c'est? C'est une machine. C'est une machine où il va ingurgiter de la matière pour récupérer de l'énergie. Et cette énergie, il va l'utiliser soit pour courir, soit pour marcher, soit pour travailler. Enfin bref, il peut faire ce qu'il veut avec cette énergie-là. S'il l'utilise pas, il va la stocker. Il va stocker cette énergie. Donc c'est une transformation matière-énergie. Et cette matière, il va la chercher dans le milieu extérieur. Et donc, au travers de quoi? Des sucres, des graisses et des protéines. Voilà. Alors, là-dedans contiennent bien sûr du carbone. La plupart du temps, ça contient du carbone. Que ce soit dans les sucres, les graisses ou les protéines, on a du carbone. Qui dit carbone dit, dit énergie. Qui dit carbone dit énergie. On retrouve ça, justement, les glucides, il y a du carbone et donc c'est de l'énergie. C'est de la matière qui va être ingurgitée, qui va être transformée en énergie. Et c'est le même pour les hydrocarbures. Les hydrocarbures contiennent du carbone. Donc les hydrocarbures permettent de faire fonctionner des moteurs par l'entremise d'une énergie qui est l'énergie euh, des hydrocarbures qui sont euh, que sont le pétrole et le gaz naturel. Pétrole, gaz naturel. Mais bien sûr, qu'est-ce qui contient du carbone? Le bois contient du carbone, peut être utilisé comme source d'énergie pour chauffer, par exemple. Le carbone, enfin, on peut transformer voilà, le carbone, la matière. Ce sont des matières énergétiques, c'est ça que je veux dire. Ce sont des matières énergétiques qui vont libérer de l'énergie. Par exemple, je pense au charbon. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel, beaucoup de matières contiennent du carbone et peuvent être utilisées en tant que transformateur de matière vers énergie et permettent à l'être vivant de vivre. Quand je dis l'être vivant, c'est l'animal aussi. Je dirais même les plantes. Voilà, les plantes, il y a de ce qui apparaît dans les plantes au travers de la photosynthèse. Voilà, donc les plantes, les végétaux, peu importe, c'est au niveau de la cellule. Tout se passe au niveau de la cellule. Au niveau de la cellule. Alors, même les composants les plus petits, comme les bactéries et les virus, possèdent, je veux dire, des protéines, et donc certains ont de l'ADN, et qui dit ADN dit sucre. Qui dit ADN dit sucre. Pourquoi? Parce que justement, les glucides, qu'est-ce que c'est? Les glucides peuvent se répartir en différentes classes. On a les oses, les osides et les osanes. Bien, dans les os, par exemple, j'ai du ribose. Le ribose, c'est un sucre à 5 carbone. Pas confondre avec le 6 carbone qui est du glucose. Alors, si je prends le ribose,
ou un os tout court, hein, je veux prendre un os de la famille des os, je prends un os, je vais là le mélanger avec de la TCG, une base purique ou pyrimédique, ça je verrai. Eh bien, quand on mélange un os, ça c'est un os, hein. Quand je le mélange, c'est plus un os. Parce que c'est là, à ce moment, on a plusieurs. Un os, c'est une seule entité. L'os, c'est une seule entité. L'os, c'est une seule entité. Voilà, les osides et les osanes, c'est des groupements d'entités. Voilà, on a plusieurs entités, si vous voulez. Si on a, là, on n'en a qu'une seule, là, on a plusieurs. Et là, on a des groupements aussi d'entités pour les osanes. Alors, si on n'a qu'une seule entité, ben, si je forme un os, je prends un os qui est une seule entité avec une base purique ou pyrimédique, je viens de former là ce qu'on appelle un mononucléoside. Mononucléoside, on entend ose, mais c'est un oside parce que il est mélangé, c'est un oside. Voilà, on n'en a qu'une seule, mononucléoside. Et ce mononucléoside, ben on va lui adjoindre du H3PO4 pour former un mononucléotide. Voilà. Et avec ce mononucléotide, on va en fabriquer plusieurs à la chaîne pour former ce qu'on appelle un polynucléotide. Voilà. Polynucléotide. Et on va lui adjoindre à ce polynucléotide une protéine. Voilà. On va lui adjoindre une protéine à ceci. Voilà. On lui adjoint une protéine pour former, au bout du compte, une nucléoprotéine. Par exemple, c'est le cas de l'ADN. Mais là, on n'est pas, voilà, on a de l'ADN. Voilà. Donc l'acide désoxyribonucléique. D-acide, c'est un acide, c'est parce que c'est un acide. Hein. Désoxy, ben, ribonucléique. On entend ribonucléique. Bon, ribose qui vient de rib, qui vient d'un institut où ils ont trouvé voilà, ce sucre-là à 5 carbone. Et je vous rappelle que l'ADN a été trouvé par Watson et Crick. Hein, Watson et Crick, hein, voilà. Grâce au rayon X, ils ont permis de déceler l'ADN et de voir ce qu'il y avait dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben, on avait du sucre et des bases puriques et pyrimédiques. Et donc, ceci constitue un os, qui est par exemple le ribose, hein, ribonucléique, acide désoxyribonucléique. On part d'un os. Bien sûr, on lui adjoint une base purique ou pyrimédique qui vont s'associer en fonction d'une certaine... voilà, elle ne s'associe pas n'importe comment. Voilà, et donc on va former un mononucléoside qui, avec l'H3PO4, va former un mononucléotide. Et ce mononucléotide va donner polynucléotide par enchaînement et former en fait une protéine. Enfin, en se mélangeant avec une protéine, va donner une nucléoprotéine. Donc, fatalement, la constitution de l'ADN avec ses chromosomes et donc les gènes qui sont à l'intérieur vont être formés de ceci. Voilà. Donc, on voit bien qu'à la base, il y a du sucre. Donc, même pour une bactérie, il y aura du sucre. Il y a du sucre. Donc, le sucre est présent, je dis aussi bien dans les bactéries. Hein, voilà. Dans les bactéries. Quand elles ont... S'ils ont un ADN, même si le virus il a un ADN, bon, il aura du sucre. Voilà, ce sont des protéines, mais ce sont des protéines, on va dire, glucidiques. Protéines glucidiques. Donc le sucre, il est présent, si vous voulez, un peu partout, au niveau moléculaire, et je dirais même au niveau biomoléculaire. C'est une des, on va dire, des molécules, les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur Terre. On retrouve bien sûr l'amidon, la cellulose, la chitine, bref, toute une grande panoplie immense de glucides.
Au niveau des glucides, hein. Au niveau des glucides, bon, c'est une grande... On retrouve beaucoup de sucre, beaucoup de sucre, beaucoup de sucre. Dans l'alimentation de tous les jours, on a du sucre, hein. Fatalement, on a toujours du sucre. Voilà. Et donc, c'est immense voilà, la quantité de molécules de sucre que l'on peut synthétiser, mais que l'on trouve dans la nature. Que l'on trouve dans la nature et qu'on peut synthétiser. Et on retrouve jusqu'à de 1 voire 2% en masse musculaire. Hein. En masse musculaire, on a de 1 à 2% en masse musculaire dans le corps. Alors, les glucides, c'est comme un petit peu des pétroles, hein, et comme les huiles, les composés de carbone et d'hydrogène, voire d'oxygène, CHO, c'est bien de la chimie organique. Hein, c'est bien de la chimie organique. Pourquoi c'est de la chimie organique? Ben parce qu'en fait, la chimie organique, c'est bien du CHON. Hein. C'est bien du CHON. Or là, on a du carbone, oxygène, hydrogène, comme on retrouve dans la chimie des dérivés pétroliers, mais donc énergétiques. Et donc on a du CHO, donc c'est composé, les glucides sont composés de CHO, comme le sont les lipides et comme le sont les hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, c'est la chimie du carbone, hydrocarbures, mais c'est plus pour les dérivés, on va dire, pétrolier, parce que bon, on ne parle pas d'hydrocarbures ici, bien que c'est une matière énergétique, on parlera plutôt d'hydrate de carbone. Hydrate de carbone, mais les anglo-saxons appellent ça des carbonhydrates. Carbone hydraté. Des carbone hydratés. Voilà, ça c'est des carbones hydratés ou des carboshydrates. Soit des carbones hydratés ou des carboshydrates. Bon, les anglo-saxons appellent ça comme ça. Bon, les diététiciens appellent ça les hydrates de carbone. Effectivement, ce sont des hydrates de carbone. À ne pas confondre avec les hydrocarbures, qui sont tous des carbones formés de carbone et d'hydrogène, carbone, hydrogène et d'oxygène, bien sûr, d'autres éléments de la chimie organique, hein, totalement. Voilà, donc on peut distinguer donc les glucides suivant les oses, les osides et les osanes. Alors, donc si je dis qu'il y a une seule entité, bon, simple, elle est simple, et les vidéos vont concerner ceci. Alors, elles répondent à la formule CHO. Mais CHO, on peut le mettre sous forme d'H2O. Alors, ici, c'est N, M. CN, H2O, M pour les osides, et pour les osanes, c'est N, H2O, M. C'est tous les mêmes formules, si ce n'est que si on a N égale M, on a affaire à un ose. Si on a M égale N-1, voilà, on a une molécule d'eau en moins que la molécule de carbone. Là, une molécule d'eau en moins que la molécule de carbone. Là, on a affaire à un oside, et pour avoir un ozone, mais le nombre de molécules de carbone est beaucoup plus grand que le nombre de molécules de carbone est beaucoup plus grand que le nombre de molécules d'eau, ou inversement, le nombre de molécules d'eau est beaucoup plus petit que le nombre de molécules de carbone. Bon. Mais de toute façon, cette vidéo aussi ne va pas concerner les osides ni les osanes. Voilà, qui sont, voilà, les oses, comme il n'y a qu'une seule entité, on appellera ça des monosaccharides. Voilà. Et les autres seront des polysaccharides. Voilà. Ça, les oses, ce sont des monosaccharides, puisqu'il n'y a qu'une seule entité. Contrairement aux autres, qui a plusieurs entités, on parlera de polysaccharides. Alors, bon, par exemple, si je prends par exemple un oside,
Je prends thanoside. Je prends thanoside qui est l'adénosine. On entend adénosine. Mais dans adénosine, on sous-entend quoi? Ben, on entend adénine et on entend ose. Hein. Mais c'est plutôt, là on n'a pas à faire une entité, on en a plusieurs. Donc on voit bien qu'on a un oside. Hein, puisqu'il y a un ose avec de l'adénine qui donne de l'adénosine. Et donc ça c'est un oside. L'adénosine est un... voilà, l'adénosine. Alors, la cytosine fait ceci. La cytosine fait ceci. En gros, voilà. La thymine, ça c'est la cytosine. La thymine, en gros, elle fait ceci. Donc c'est un hexagone. La cytosine et la thymine sont des hexagones. C'est ce qu'on appelle des bases pyrimidiques. Pyrimidiques quand elles sont, bien sûr, formées d'azote. Hein. Il y a 3 azotes. Il y a un azote primaire, secondaire et tertiaire. Le but, c'est pas de voir la molécule, je la verrai dans une autre vidéo. Mais sachez que pour les distinguer, la cytosine, bon, c'est une base pyrimidique, alors que la thymine, c'est une base pyrimidique aussi, mais en forme d'hexagone. Ben, bien sûr, est rattaché des atomes. Hein. Le but, c'est pas de voir la molécule. Je la verrai dans une vidéo séparée. Alors, ça, c'est la base pyrimidique. Cytosine et thymine. Bon, maintenant, si vous voulez les bases puriques, ben, on a l'adénine. L'adénine, elle fait ceci. On a un hexagone suivi d'un pentagone. J'ai un pentagone. Voilà, j'ai ceci. Bien sûr, toujours avec de l'azote. Hein. On a de l'azote. Voilà, il y a de l'azote dans la thymine. Il y a un élément important qui intervient dans la cytosine, la thymine et l'adénine et la guanine, mais c'est l'azote. L'azote qui intervient bien sûr avec le carbone et les hydrogènes en plus. Et il y a de l'oxygène bien sûr. Il y a de l'oxygène. Voilà, mais il y a de l'azote. Il y a de l'azote. Voilà. Si je prends par exemple la cytosine, on aura un azote primaire, un secondaire et un tertiaire. Donc on aura du NH2, du NH et du N tout court. Voilà, donc on aura ça dans la cytosine et on aura dans la thymine, on aura 2 azotes. 2 azotes dans la thymine, qui sont bien sûr des NH. Hein, qui sont des NH. Voilà, qui seront des NH pour la thymine. Voilà. Bon, mais je construirai la molécule plus tard. Parce que le but n'est pas là. Ici, moi, je suis dans les bases puriques. Les bases puriques, c'est, bon, je mets un hexagone contenant bien sûr de l'azote, et un pentagone. Quand vous voyez ceci, un hexagone avec un pentagone, mais ça, c'est soit de l'adénine ou soit de la guanine. Mais en tout cas, c'est une base purique. Voilà, quand vous voyez ceci, c'est une base purique. Un hexagone plus, bien sûr, contenant de l'azote. Hein, contenant de l'azote. Un hexagone plus, voilà. Et là, il y aurait l'adénine et la guanine. Voilà. Alors, si je prends l'adénine avec du ribose, l'adénine, en gros, le but c'est pas de, encore une fois, le but c'est pas de construire la molécule, je la ferai dans une vidéo bien précisément, mais ici c'est de voir les oses, hein. Mais c'est pour vous dire qu'ici, si je prends une base purique qui est l'adénine, je lui associe, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ose plus ATCG, voilà, pour former un mononucléoside. Ici c'est un ose, mais associé avec ATCG, ça donne un oside, et je dirais un seul oside, donc c'est un mononucléoside. Voilà. Mais ici, je ne veux pas mettre T, ni T, ni C, ni G. Je vous rappelle que C, c'est une base pyrimidique, hein, en hexagone. La thymine, c'est une base pyrimidique en hexagone. Par contre, l'adénine et la guanine, c'est une base purique en hexagone et en pentagone. Bon. Mais moi, si on prend celui-ci, ben, si on lui rajoute du ribose, je lui attache du ribose,
ça je peux faire ça. Je peux attacher du ribose et plus du ribose, mais j'ai de l'adénosine. Maintenant, si je rajoute 3 phosphates, 3 PO4, PO3, H3, H3, PO4, voilà. Si j'en rajoute 3 comme ceci, H3PO4, plus de ribose et de l'adénosine, ben, j'ai formé ce qu'on appelle de l'adénosine triphosphate. Voilà. Si j'ai 3 phosphates, adénosine triphosphate. Voilà. Alors, l'adénosine, bon, c'est du ribose. L'adénosine, c'est du ribose plus de l'adénine. Bon, c'est ce qu'on appelle l'adénosine, qui est un nucléoside, donc, et je dirais même un mononucléoside. Et c'est libéré, par exemple, par l'adénosine est libérée par les neurones. Et les cellules gliales aussi, les cellules gliales. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que bon, on peut avoir des compositions, hein, les compositions moléculaires au niveau des sucres, mais en tout cas pas au niveau des os, parce que les os c'est qu'une seule entité. On parlera que d'une seule entité, donc il ne faut pas parler de, je veux dire, de mélange avec quelque chose d'autre, puisque l'os, il n'est pas mélangé, c'est un seul groupement, une seule entité. Ne pas confondre avec les autres groupements, avec les autres fonctions de glucides, qui sont des osides et des osanes. Ne pas confondre les osides, les osanes et les os. Les autres, c'est qu'une seule entité. Mais comme c'est une seule entité, mais c'est une entité simple, mais ça veut dire qu'elle est assimilable facilement par les cellules. Elle est assimilable facilement par les cellules, parce qu'il n'y a qu'une seule petite entité, donc c'est facilement assimilable par les cellules. Voilà, donc c'est une petite entité, donc les os. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Que les os, ben, c'est pas des groupements. Les os répondent à CnH2O M avec M égale N, voilà, et qui constitue une seule entité. Voilà, il n'y a pas de groupement. Ce qu'on appelle des monosaccharides. Monosaccharides. Voilà, monosaccharides, une seule entité, voilà, M égale N. Bon, je vais en construire quelques-uns. Les os, il y a le. Si je prends. Si N égale 3, ben, j'ai C3H2O 3. Si N égale 4, C4H2O 4. Si N égale 5, C5H2O 5. Si N égale 6, C6H2O 6. Voilà. Et si N voilà, égale 8, C8H2O 8. Alors, là, quand on fait ça, ben, on voit tout de suite que CnH2O N, puisque N égale M. Donc, ça qui fait CnH2O H2N ON. Ça veut dire qu'on a autant de carbone que d'oxygène. Mais on a le double d'hydrogène par rapport au nombre de carbone et le double d'hydrogène par rapport au nombre d'oxygène. Ce qui veut dire que cette écriture-là va s'écrire C3H6O3, C3H6O3, c'est ce qu'on appelle une formule brute. Hein. C'est une formule brute. C4H8O4, voilà. C5H10O5, C6H10O6, H12O6, C8H16O8. Voilà. Alors, ce sont voilà, des os, tous. Là, il y a 3 carbones. Un os à 3 carbones, c'est ce qu'on appelle un triose. Là, on a un os à 4 carbones, c'est un... Enfin, ici, c'est un pentose. Pentose, exose,
Non, 7, 8, octose. Ici, on a un octose. Bon, un sucre à carbone, c'est un pentose, exose. J'oublie le nom. C'est un triose. On peut pas dire un quatrose, hein, ça on peut pas dire. C'est un triose, je ne me rappelle plus du nom, un tétrose, voilà, c'est ça, tétrose. Tétrose de tétra. Tétrose, voilà. Donc c'est un triose pour 3 carbones, tétrose, pentose, exose et octose. Voilà. Bon, ça c'est pour les oses. Oui, on a des trioses, des tétroses, pentoses. Bon. Alors revenons aux glucides. Donc une seule entité, ce sont des oses, c'est ce que je suis en train de voir. Plusieurs entités, ce sont des osides, des osanes. Il faut voir le contexte à ce moment-là, mais ici, moi, je suis aux os. Bon. Alors, le problème, c'est que dans les hôpitaux, enfin, chez les diététiciens, ben, qu'est-ce que c'est qu'un glucide? Un glucide, c'est égal de l'amidon, plus de sucre, plus des polyols. Voilà. Ça, c'est pour les diététiciens. Ils voient ça comme ça. Alors, les sucres, pour eux, c'est pour ça qu'on dit la contenance des glucides, dont sucre, dont la contenance en sucre. Or, le glucide, ce sont des sucres. Hein. Voilà, mais les diététiciens distinguent comme ça. Alors, les polyols, c'est le maltitol, le sorbitol, le mannitol, le... Vous regardez dans les paquets de bonbons, il est marqué tout ça. Xylitol, maltitol, malitol, j'en oublie un. Oui, il y a le lactitol et l'isomalte. Voilà. Isomalte. Voilà. Là, ce sont les polyols. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un glucide pour les diététiciens? C'est de l'amidon plus du sucre, plus des polyols, qui sont le maltitol, le sorbitol, le mannitol, xylitol, malitol et le lactiol. Lactitol, je m'excuse. Lactitol. Parce qu'ils terminent tous en tol. Hein. Maltitol, sorbitol, mannitol, xylitol, malitol, lactitol, et enfin, isomaltiel. Lui, il fait exception à la règle. Bon. Alors, les sucres, c'est quoi? C'est le fructose. Pour les diététiciens, c'est le fructose, le saccharose, lactose, lactose, glucose. Bon, alors voilà, ça ce sont les sucres. Et bien sûr, l'amidon. Hein. L'amidon. Bon, l'amidon qui est un osane. Ça c'est un osane, l'amidon. L'amidon est un osane. Là, ce sont des polyols. Alors, et là, les sucres, ben, on a du fructose, saccharose, lactose, maltose. Alors, je vous le dis tout de suite, le lactose, il est composé, c'est un sucre qui est composé déjà à la base, donc c'est un oside. 2 sucres vont donner le lactose. 2 sucres vont donner le saccharose. Donc, ces deux-ci, ce sont des osides. Alors que celui-ci, lui, c'est un osane. Ces deux-ci vont donner des osides. Mais maintenant, le fructose, le glucose, en tout cas, c'est un os. C'est un os. Le glucose, c'est un os. Le fructose, c'est aussi un os.
Donc, pour les diététiciens, les glucides, pour eux, c'est de l'amidon, c'est-à-dire de l'osane, du sucre qui est du fructose, qui est un ose, le saccharose qui est un oside, le lactose qui est un oside. Maintenant, si vous voulez savoir, les osides, on retrouvera le saccharose, le lactose, le maltose. Voilà, tout ça, ce sont des osides. Hein. Voilà. Donc là, on a deux osides repris dans les sucres, et on a deux oses repris dans les glucose et fructose dans les sucres. Bon, et l'amidon, c'est un osane. Alors, il y a la réserve d'énergie des végétaux et la réserve énergétique animale. Il y a l'amidon et il y a le glycogène. Bon, là, je verrai tout ça en temps opportun, mais tout simplement, les glucides, pour les diététiciens, ils distinguent. C'est pas la même chose que ce que je suis en train de voir. Ici, j'ai une classification purement, je veux dire, scientifique, hein, scientifique. Mais eux, ils ont une classification scientifique, mais plutôt à dérive diététicienne. À dérive diététicienne. Bon, ils formatent leur classification, leur groupement en fonction de leur desiderata. Donc voilà, moi c'est purement biologique. Hein. Si c'est purement oside, osane, c'est purement dans la biologie. Mais maintenant, les diététiciens, distinguent à leur façon. Alors, je disais que maintenant, j'en reviens aux oses. Les oses, mais en fait, se cachent derrière les oses deux groupements fonctionnels de la chimie organique. Dans les oses se cachent les groupements aldéhyde et les groupements cétone. Alors, donc on a ce qu'on appelle, comme il n'y a qu'une seule unité, on aura un groupement avec une unité comportant une fonction aldéhyde. On dira qu'on aura une unité aldéhydique. Ou si vous voulez, on aura un ose qu'on appelle un aldose. Une seule unité, bien sûr. Hein. Alors ici, toujours une seule unité, parce que je suis dans les oses. Les oses, on a une seule unité. Mais s'il y a une fonction cétone, ben on aura une unité, si vous voulez, cétonique. Et là, on parlera de cétose. Ce qui veut dire que là, interviendra déjà deux groupements. On aura deux groupements. On aura un groupement d'oses qu'on appelle les aldoses, et un groupement qu'on appellera les cétoses. Ce qui veut dire qu'on va avoir deux chemins possibles pour les oses, et ce qui va donner une richesse au niveau des sucres, parce que j'ai une fonction F1, une fonction F2, mais j'augmente la possibilité d'avoir des sucres. Donc la variété, on aura une certaine variété grâce à ces deux fonctions aldéhyde et cétone. Alors maintenant, si dans les sucres, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu que si j'écris, ben, je l'ai marqué ici derrière, j'ai marqué ceci ici, ben, vous voyez que vous avez des carbones ici. 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de marquer ceci, d'avoir plusieurs carbones, on va voir ce qu'on appelle des carbones asymétriques. Et les carbones asymétriques, là j'ai les formules, ce qu'on appelle les formules brutes. J'ai des formules brutes, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des autres noms. Il y aura des autres noms qui vont intervenir. Donc on aura une richesse moléculaire. Pourquoi? Parce qu'on aura ce qu'on appelle, les carbones asymétriques vont introduire ce qu'on appelle des isomères, isomérie optique. C'est-à-dire, l'isomérie optique, on aura de l'énantiomérie, plus, voilà, énantiomérie, on aura beaucoup d'isomérie, hein, beaucoup de cas d'isomérie. L'énantiomérie, en tout cas, pour les os, on aura de l'énantiomérie, plus d'autres isoméries optiques. Et on aura de la stéréo-isomérie, on aura de l'anomérie, voilà, l'anomérie, et d'autres types d'isomérie qui vont encore intervenir.
Donc, ce qui veut dire que si, d'abord, c'est pas par la formule brute qu'on voit tout ça. La formule brute ne donne pas de ces renseignements-là. Il faut faire de la stéréo, étudier la configuration spatiale, qu'on appelle la stéréochimie, qui étudie les configurations spatiales pour voir les types d'énantiomérie, enfin les types d'isomérie qu'on a. Une fois qu'on a les isomères, ben la molécule va se scinder en plusieurs types de molécules. Ça veut dire qu'on aura une élévation du nombre de possibilités moléculaires. Ce qui veut dire que déjà, on a déjà deux fonctions. On a deux fonctions, F1, F2, qui est les cétones et le, comment on appelle ça, l'aldéhyde. Voilà, j'ai deux fonctions. Mais là, comme on aura des isoméries, ben, vous comprendrez que là, on aura des isoméries. Ben, je vous prie de me croire que on aura un nombre de molécules immense. Hein. Voilà, on aura un nombre de molécules, et plus on aura d'autant plus de molécules possibles et imaginables qu'on a de carbone asymétrique. On va démultiplier, le nombre de molécules. Bon, maintenant, tout ça pour vous dire que toutes ces molécules n'existeront pas forcément à l'état naturel. Hein. On aura des molécules qui seront à l'état naturel, et d'autres seront possibles de synthétiser. On pourra les synthétiser, mais elles ne seront pas tous à l'état naturel. Mais en tout cas, on aura énormément de molécules d'os. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, bon, déjà au niveau des os, on a toute une grande panoplie de possibilités. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce sont les molécules les plus abondantes sur Terre. Voilà. Parce que déjà au niveau des os, il y en a énormément. Au niveau rien que des os, sans compter les osanes et les osides. Voilà. Bon, alors maintenant, il y a les anciens noms et les nouveaux noms. Hein. Alors si je prends, il y a les isomères. Donc maintenant, vous savez qu'il y a les isomères, il y a plusieurs noms. Hein. Si n égale 3, mais je l'ai fait ici, c'est soit en aldose, on aura peut-être un aldose, on aura des aldotrioses, aldotétroses, aldopentoses, aldohexoses, aldooctoses. Mais on aura aussi le cétotriose, cétotétrose, cétopentose, cétohexose et cétooctose, bien sûr avec tous les isomères possibles et imaginables. Hein. Voilà. Donc, par exemple, si n égale 3, j'ai ce qu'on appelle un glycérose. Là, j'ai du glycérose. Si n égale 3. Si n égale 4, j'aurai un érythrose. Ça, c'est un ancien nom. Hein. Érythrose. De toute façon, les vidéos ont été faites. J'ai donné tous les noms. Hein. Voilà, érythrose. Bien sûr, si n égale 5, vous reconnaissez le ribose. Voilà, le ribose. Et puis, on a le glucose, etc., etc. Bon, et je vous dis, là-dessus, il y a les isomères. Les isomères dus au carbone asymétrique et qu'on étudie en géométrie, en configuration spatiale, en stéréochimie. Donc, toutes ces molécules-là sont directement assimilables par les cellules parce qu'elles sont formées d'une seule unité, elles sont tout petites. Elles sont toutes petites, voilà. Et donc, les riboses ici, en C5H10O5, c'est celles qui vont construire je vous l'ai montré tout à l'heure, le ribose plus ATCG va fabriquer le mononucléoside qui va lui faire un mononucléotide avec le H3PO4 et puis un mono, on va faire du polynucléotide et on va associé à de la protéine, on va faire ce qu'on appelle la nucléoprotéine qui est la base bien sûr de l'ADN. Hein. Voilà. Alors, les sucres à 6 carbone, par exemple, je cite le glucose et le fructose, que je vous cite. Fructose, qu'on appelait avant le lévulose, qui est le fructose, glucose, fructose, voilà, ce sont des cycles, des sucres à 6 carbone. Hein. Voilà, glucose, fructose, il y a le galactose, voilà, on a différents, pour rien que le C6, mais on a différentes fois. Bien sûr, il y a les isomères, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Il y a les isomères. Alors, si je prends par exemple le plus simple des glycéroses, C3H6O3, qui est je vais faire le ribose.
je vais faire le ribose. Comme j'y suis, C5. Donc, je vais faire le ribose. Le ribose, c'est C5, H10, O5. Donc, je dois avoir 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai 5 carbones. Alors, bien sûr, le ribose, en fonction, c'est une fonction, son nom est donné pour, c'est un aldéhyde, hein. H, O, voilà, là j'ai une fonction aldéhyde, aldéhydique. Ensuite, bien sûr, je vais relier les carbones entre eux, ça c'est le dernier carbone, et là on met un H, OH, H, OH, H, OH, voilà, comme ceci. Donc vous voyez que chaque carbone, là, chaque carbone, le carbone est tétravalent, hein. Donc je vais le mettre ici, si on voit, H, C, O. Alors là on remarque la fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde. Alors, je vais compter le nombre de carbones. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 carbones. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 oxygènes. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hydrogènes. Et c'est bien le ribose. Ça, c'est bien le ribose. Alors, ici, on a bien le carbone qui est tétravalent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, tout est bon. Et là, tout est, voilà, c'est ce qu'on appelle le ribose. Mais attention que ça, c'est le ribose à chaîne ouverte. Mais la plupart du temps, le ribose, il est à chaîne fermée, il se referme. Il se referme par la réaction de ce qu'on appelle l'hémiacétalisation. Hémiacétalisation. Voilà. Et donc, le ribose se referme pour donner une chaîne fermée. En hexagone, bien sûr, parce que c'est un hexagone. Je vous ai dit, c'est du C5, H10, O5. Donc, c'est une forme en hexagone. Donc, il y aura 5 carbones. 1, 2, 3, 4. En pentagone. 5, c'est un pentagone. Voilà. Par contre, il s'est refermé par hémiacétalisation, mais le cinquième carbone n'est pas là. Il n'est pas là. Là, c'est un oxygène qu'on a, parce que c'est la réaction d'hémiacétalisation qui va donner ceci. Je l'ai vu, il faut aller voir la vidéo. Et d'ailleurs, je le ferai pour le glucose aussi. Voilà, qui va donner un hexagone pour le glucose. Le C6H12O6 en la chaîne ouverte du glucose va donner en hémiacétalisation, ben, je veux dire une chaîne hexagonale. Bon, mais ici donc, bon, là on a le carbone comme ceci, voilà, et alors est porté. Il faudrait que je le fasse correctement parce que sinon je ne pourrais pas la montrer correctement si je ne le fais pas correctement. Donc je vais mettre un comme ceci, voilà, comme cela, voilà, comme celle-là. Et là, on a bien notre oxygène qui est là. Les carbones, 4 carbones qui sont là, ça veut dire qu'il y en a un manquant, mais je vais vous dire où il est. En fait, il y a du CH2OH, parce que la fin de chaîne de tout à l'heure, c'était CH2OH, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la chaîne terminée par CH2OH. Hein. Regardez bien la vidéo, vous allez voir qu'en fin de chaîne, on avait C, H, H, C, OH, OH, mais la dernière faisait H, H, OH. Donc CH2OH. Donc ici, il y en a une qui est reliée à ce carbone-là, CH2, OH. Bien sûr, on a du OH, H, OH, H. Voilà, on relie. Alors, le carbone, on a toujours ici H, OH. Et là, j'ai combien d'hydrogène 1, 2, 3, CH, C5H, 10 au 5. Combien d'oxygène 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai bien 5.
Combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai bien 5. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il en manque un. Donc c'est... Ouais, parce que ici, il en manque un. Il est où? En fait, ici, il est bien tétravalence. Carbonat, 1, 2, 3, 4. Là, il est tétravalent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il en manque un. Donc il y a un hydrogène ici. Manquant. Là, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là, j'ai bien l'hydrogène. Voilà, donc là, ce que je viens de faire ici, c'est ce qu'on appelle le ribose. Alors, on peut construire le glucose par hémiacétalisation d'une chaîne ouverte du glucose en le fermant. Donc, le ribose est un aldopentose. Voilà, c'est un aldopentose. Il provient de la fonction aldéhyde. Bon, maintenant, si je vous prends, par exemple, comment on appelle ça, le glycérose, là, qui est un ancien nom, hein, je pense que j'ai foutu. Glycérose. Je vais faire celui-ci. C3H6O3. Je vais faire le C3H6O3. Là, à ce moment-là, je vais le faire en configuration aldose et en cétose. Mais je mets la fonction aldéhyde. Donc, O, H. Là, je vais directement mettre CHOH pour aller plus vite. CHOH. Là, il y a un carbone. Il faut que j'ai de la place parce que c'est vrai que il faut que je me vois à l'écran, bien sûr, parce que j'ai pas. Voilà. Donc j'ai 3 carbones. 1, 2, 3. Là, je vais mettre 3 carbones. Là en fonction aldose. Et là, en fonction cétose. Là, j'ai un aldotriose. Là, j'ai une cétotriose. Voilà. Alors là, je vais mettre la fonction aldéhyde. Voilà. Par contre, ici, je vais avoir la fonction cétone. Alors, là, j'ai HOH, mais je vais mettre directement HOH. Voilà, et le dernier, il fait CH2OH. Pourquoi? Parce que j'ai H, H et OH. Donc, j'ai 3 liaisons pour faire 4. Hein. Voilà. Alors là, j'ai CH2OH et CH2OH. Voilà, et comptons, on a bien du 1, 2, 3 carbone, c'est 3. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 3 oxygènes. Là, j'ai combien de carbone? 1, 2, 3. Et combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 et un oxygène. Voilà. Et celui-ci, l'aldotriose ici, c'est ce qu'on appelle le dicérose. Voilà. Par contre, c'est un aldose. Mais là, je ne peux pas l'appeler le glycérose, c'est pas la même chose. Bon, ceci, je peux le mettre. Je ne suis pas obligé de le mettre droit, hein, je peux mettre ceci. Hein. Vous le reconnaîtrez si on fait ceci. Hein. CH2OH. Voilà, CH2OH. Voilà, je peux le faire comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, c'est une. Comment on appelle ça? J'ai deux hydroxy. J'en ai deux, hein. Deux. Donc j'ai 2 dihydroxy en 1,3. Voilà. 2 hydroxy, 1,3 dihydroxy cétone. C'est une fonction cétone ici. Hein. Voilà, c'est du 1,3 dihydroxy cétone. Parce que les dihydroxy sont en 1,3. Voilà. Alors maintenant,
Donc vous voyez que ça c'est en cétose. Hein. Les noms ne sont pas les mêmes, totalement, ils ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là c'est pour, vous voyez, qu'on aura d'autant plus de molécules que il y a de possibilités de carbone asymétrique et donc d'isomérie. Et ça, il faut étudier la configuration spatiale pour voir ça. Voilà, en dehors de ça, on ne sait pas l'avoir. Donc, si je résume déjà pour l'instant, je vais résumer ici. Donc, les os, je ferai une filiation, vous allez voir ce que ça va donner au niveau des molécules, le nombre de possibilités, hein, au niveau des entités os. Alors, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? C'est que les os, mais c'est qu'une seule entité. Elle répond à CnH2ON, qui a d'innombrables molécules, puisqu'il y a des carbones, déjà elles se décomposent en deux fonctions, aldéhyde et cétone, et en plus de ça, il y a les isoméries, beaucoup de types d'isoméries. Donc on a d'innombrables molécules grâce à tout ça. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, si je dessine la fonction C aldose, en triose, un aldotriose qui est le glycérose, c'est HOH, c'est H, j'ai un triose, c'est H, H, OH, voilà, là j'ai le glycérose. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'on a des groupements, ici, hydroxyle. C'est fondamental ici, c'est, voilà. Donc, en général, ici, j'en ai que deux, parce que, bon, je n'ai que deux carbones attachés à la fonction aldéhyde, hein. Voilà, mais si j'avais 3 carbones, mais j'ai 3 fois OH. J'ai 4 carbones, j'ai 4 fois OH. Si j'ai 5 carbones, j'ai 5 fois OH. Et ainsi de suite. Donc ce sont des groupements, ce qu'on appelle polyhydroxylés. Polyhydroxylés. Ils sont polyhydroxylés, OH. Alors, ça a un intérêt fondamental, ça. C'est polyhydroxylé, enfin c'est un groupement polyhydroxylé. Pourquoi? Parce que ça va former avec de l'eau, H2O, ben, H2O c'est HOH, ils vont former voilà, des ponts H. Ils vont former des ponts H avec l'eau. Et en formant des ponts H comme ça, bon, tout d'abord on aura une stabilité, une forte cohésion grâce au pont H. Le but de ça c'est d'avoir maintenir une forte cohésion. Mais bon, voilà, et c'est l'eau qui va permettre de faire ça. L'eau permettra d'avoir, grâce à ces groupements H, je veux dire, des liens par pont H, ce qu'on appelle des ponts d'hydrogène, qui sont costauds. Ponts hydrogène. On aura des ponts d'hydrogène qui seront très costauds. Alors, comme il y a de nombreux groupements comme ça, il y en a beaucoup, et qu'il y a, bon, si elles vont s'associer avec les molécules d'eau pour former des ponts H, on aura des liens costauds. Hein. Chacun va former un pont H, et ça va être un lien fort. Et c'est ce qui va se passer dans l'ADN. Hein. On aura des ponts H qui vont se former, et donc les deux brins d'ADN qui vont s'entrecroiser, il y aura des ponts H pour maintenir, je veux dire, une stabilité, je veux dire, voilà, des deux structures qui se mettent en liaison l'une avec l'autre. Voilà, et alors donc ça c'est pourquoi il y a des ponts H. Parce que justement il est riche l'ose il est riche en groupements OH. Comme il est polyhydroxylé, il contient beaucoup de liaisons OH, donc ça permettra de faire des liaisons par pont H avec l'hydrogène de l'eau, et donc de cette manière-là, de cette façon-là, on peut dire qu'ils sont très hydrophiles. Ils sont très hydrophiles. Très hydrophiles. Donc voilà. Donc ça c'est une caractéristique en plus qu'on peut rajouter, c'est que qu'est-ce que l'on sait? Mais c'est qu'ils sont très hydrophiles. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des groupements polyhydroxylés, OH. OH. Voilà. Donc on sait bien qu'ils répondent à une certaine formule, on sait bien que c'est une seule entité, on sait bien qu'ils sont très hydrophiles,
Qu'est-ce qu'on peut encore étudier? On peut étudier leur caractère réducteur. Bon, tout d'abord, il faut savoir une chose. Par rapport à l'eau, mais ils ne se dissolvent pas. Parce que comme c'est une seule entité, hein, c'est une seule entité, ben, elle ne va pas se casser, hein, elle ne va pas se casser avec l'eau. Hein. Voilà, elle ne sera pas se casser, donc elle est non hydrolysable. Hein. Elle ne va pas se casser avec l'eau, parce que voilà, elle est non hydrolysable. Donc elle ne sera pas la seule entité qu'il y a là. Bien sûr, c'est une molécule. Hein, mais là-dedans, il y a... Quand vous avez des sucres, généralement dans une alimentation, on parle en moles. Hein, c'est une quantité de matière qui vaut 1,6 fois 10 exposant 23 entités moléculaires. Hein, voilà. Dans une mole, il y a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Voilà, ça c'est une mole, mais si on a deux, c'est 2 fois ça. S'il y a 3 moles, il y a 3 fois ça. Et on peut exprimer ça en grammes. Il n'y a pas qu'une seule molécule. Une molécule, c'est tout petit, on n'en voit pas. Voilà, on n'en voit pas une molécule. Donc là, vous comprendrez que c'est en quantité de matière. Là-dedans, bon, c'est toutes les os vont être exprimées soit en grammes, en kilos, ou en voilà, si vous avez des sacs voilà de sucre, ben, on parlera en kilos de hausse, Voilà. Donc la mole, c'est une quantité de matière pour exprimer d'innombrables molécules qui sont au-delà du milliard de molécules. Hein. Voilà, on a une quantité de matière, voilà, de dose. Mais si on prend une seule entité moléculaire, ben, on ne sait pas la casser, on ne sait pas la casser, on ne sait pas la détruire, on ne sait pas la séparer, voilà, on ne sait pas la dissoudre par l'eau. Donc elle est elle est non hydrolysable. Non hydrolysable. Donc les os sont non hydrolysables, contrairement aux osides. Les osides, eux, on pourra les casser, hein, voilà, on pourra les casser, ou les former par voilà, on mettra 2 molécules de sucre, voilà, qui sont 2 os, elle va me donner voilà une autre molécule, mais il y aura l'intervention de l'eau. Soit on fera interagir de l'eau, ou soit on aura une condensation. Soit on va l'hydrater, ou soit on aura un résultat qui sera une condensation. On aura une hydratation ou une condensation. Suivant qu'on mettra de l'eau, ben, voilà, ou suivant qu'on va retirer de l'eau, on aura une hydratation ou une condensation. Bon, mais là n'est pas le but du jeu de voir les osides. Avec les osides, on verra à ce moment-là. Mais là, en tout cas, on pourra hydrolyser. Enfin, ils sont hydrolysables, les osides, donc on pourra voilà, les manipuler avec de l'eau. Ou en extraire de l'eau, hein, alors que là, ils ne sont pas hydrolysables. Les os ne sont pas hydrolysables. Bon, maintenant, est-ce qu'ils peuvent échanger des électrons? Ben oui, parce qu'en fait, ils sont réducteurs. Les os sont réducteurs. Les os sont réducteurs. Pourquoi? Pourquoi ils sont réducteurs? Mais déjà, à la base, c'est parce que il y a dans les os, il y a la fonction aldéhyde et cétone. Donc déjà, eux, les aldéhydes, en tout cas, du moins, ils sont déjà réducteurs eux-mêmes. Alors, si l'aldéhyde est contenu dans l'os, mais fatalement, si lui il est réducteur, ben, l'os il sera réducteur. Voilà. Je vous rappelle que les os, ce sont des monosaccharides. Hein. Pas confondre avec les polysaccharides qui sont les osides, les osanes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ben, les réducteurs, c'est-à-dire, ben, il va échanger des électrons, dans une réaction d'oxydo-réduction. C'est ça que ça veut dire. Alors, déjà, je vous ai dit que c'est un composé, les glucides, les os, du moins les os, parce que je suis en train de voir les os, ils sont hydroxylés.
Voilà. Mais déjà, rien qu'avec ça, les composés OH, et je dirais les aldéhydes et les cétones et les composés OH qu'ils contiennent, mais ont un caractère réducteur. Et donc, fatalement, on comprend pourquoi il est réducteur. Hein. Les aldéhydes sont réducteurs, les groupements OH sont réducteurs, les cétones sont réducteurs. Donc, on peut imaginer que l'ose, il sera réducteur. Par nature, il sera réducteur. Alors, pour en revenir à ce que c'est qu'un réducteur, je vais prendre le cas par exemple de la réaction C du sucre, qui est le glucose qu'on retrouve dans la respiration cellulaire, C6H12O6, vous reconnaissez le glucose, plus O2 va donner du CO2 plus H2O, c'est la respiration cellulaire. Bon, je peux comment on appelle ça, l'équilibrer. Là, j'ai une molécule, là j'en ai 6 ici et 6 ici, ce qui fait 12. On a bien 12 oxygènes, 12 oxygènes, 12 oxygènes, 12, non, 12 oxygènes ici. Là, j'en ai bien 12, mais là, j'ai 6 oxygènes ici, mais j'en ai 6 là. Par contre, l'hydrogène, j'en ai 12 là, j'en ai 12 ici. Voilà, et le carbone, j'en ai 6. J'ai bien mes 6 carbones ici. Donc, comme ça, elle est équilibrée. Alors, le glucose, il est solide. Le gaz, l'O2 il est gazeux, le CO2 il est gazeux, et le H2O il est liquide. Voilà. Donc voilà, vous avez la réaction. Et alors bon, ici, on a une transformation de sucre en, si vous voulez, en CO2 plus H2O à travers d'oxygène, en présence d'oxygène. Donc ici on a c'est la réaspiration, bien sûr, en présence d'oxygène, aérobie. Aérobie. Bon, alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ce qu'on appelle le glucose. Le glucose, là, on a l'oxygène. Voilà, on a le CO2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est en présence d'oxygène. L'oxygène va s'éliminer. Donc, je vous rappelle qu'un réducteur, c'est quoi? C'est un composé qui cède au moins un électron à une autre espèce chimique lors de la réaction d'oxydoréduction. Et c'est ce qui va se passer ici, bien sûr, dans une réaction d'oxydoréduction. Il y a un couple oxydant-réducteur. Hein. Donc on a deux réactions. D'un côté, on a l'oxydation et l'autre l'équation de réduction. Grâce à un couple d'oxydants réducteurs. Voilà. Donc ici, l'oxygène pas que je raconte des bêtises. Qui est l'oxydant, qui est le réducteur? Bon, le réducteur, je vous ai dit que c'est le sucre. Hein. Lui, il est réducteur. Je vous ai dit que c'était lui. Voilà, je vous ai dit. Donc lui, il sera oxydant. Donc il va céder l'électron, mais c'est le glucose. Puisqu'il est le réducteur cède des électrons. Dans la réaction d'oxydoréduction, il va céder. Voilà, il est réducteur, donc lui, il est oxydant. Donc il y en a un qui va subir la réaction d'oxydation, et il y en a un qui va subir la réaction de réduction. Pendant qu'il y en a un qui donne des électrons, l'autre il va capter des électrons. C'est pour ça que quand il y en a un qui donne, l'autre il reçoit, donc on a bien un couple. Un qui donne et l'autre qui reçoit. Un couple, on a un échange d'électrons, un qui donne et l'autre qui reçoit. Donc ici, comme il est oxydant, lui, comme il est réducteur, le sucre va, si vous voulez, s'oxyder. Attention qu'il est réducteur, mais il va s'oxyder. Alors que l'oxygène, lui, il est oxydant, donc il va se réduire. Donc c'est l'oxygène qui se réduit. Donc, le sucre ici est un donneur d'électrons, il est bien un réducteur. Par élimination, bien sûr, de l'oxygène. Hein. Et ça, grâce à la fonction cétone, et les OH qui est contenu dans le glucose. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire des sucres? Ils sont réducteurs. Donc il n'y a qu'une seule entité qui répond à la formule suivante, où il y a beaucoup de possibilités de création moléculaire. Il est très hydrophile, il est non hydrolysable,
et ce sont des réducteurs. Et ça, ce sont les principales caractéristiques, voilà, des os. Qu'est-ce que c'est qu'un os et leurs différentes caractéristiques. Maintenant, pour revenir, je vais faire une petite parenthèse. Ils vont vous donner quelques éléments qui n'ont rien à voir ici avec les os, qui sont réducteurs. Bon, voir qui est réducteur, qui ne l'est pas. Ben, par exemple, si je prends les non-métaux, on a l'hydrogène qui est considéré comme un non-métal. Hein. Attention, l'hydrogène est considéré comme un non-métal. L'hydrogène, le carbone sont considérés comme des non-métaux. Ben, lui, le carbone, on le sait bien parce qu'il est sur la partie gauche du tableau de Mendeleev, mais l'hydrogène est là. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est non-métal, hein, malgré que c'est un isolé, c'est un élément isolé qui est là-bas, qu'on met voilà, à gauche, mais en fait, il est non-métal. Donc, l'hydrogène est un non-métal. Donc, dans les non-métaux, hydrogène et carbone, non-métaux, on a le carbone et l'hydrogène qui sont des réducteurs. Tout comme le sont les os. Carbone et hydrogène sont des non-métaux, voilà, sont des réducteurs. Alors, dans les métaux, je peux prendre le K+, le Na+, Na+, Li+, Mg2+, Mg2+, Zn2+, Al3+, voilà, et tout ça, bon, on retrouve ça dans les piles. Hein. C'est pas pour rien qu'on utilise ça dans les piles, hein, pour faire des piles, parce qu'ils sont réducteurs. Voilà. Alors, maintenant, dans les hydrures, on en a pas mal aussi. Hein. Les hydrures, on a le Li BH4, le Na, Na BH4, le CaH2, voilà qui sont les hydrures. Donc là on a le borohydrate, le borohydrure, parce que c'est un hydrure, hein, borohydrure de lithium. Là on a du tétra, tétra tétrahydruroborate de sodium. Tétrahydruroborate de sodium. Alors qu'ici, on a du borohydrate de lithium. Tout dépend comment on le voit. Ici, c'est parce que je commence par la numérotation. Hein. J'ai mis 4. Ici, j'ai pas mis 4. J'ai dit borohydrate. Par contre, là, je commence par le 4. Donc, si je dis borohydrate, je dois dire ça comme ceci. Si je dis tétrahydruroborate, vous voyez, le sens n'est pas le même hein, de sodium. Il n'est pas le même pour voilà, dévoiler le nom de la molécule. Parce que je commence par un chiffre ici, là je commençais par le boro, par le B. Alors là j'ai commencé par le chiffre, donc je dois passer par les hydrures. Tétrahydruroborate de sodium. Tétrahydruroborate de sodium. Et maintenant, ça c'est très simple, puisque c'est l'hydrure de calcium. Hydrure de calcium. Alors, qui sont encore réducteurs? Ben, on retrouve dans les réducteurs des sels tels que le Na2SO3, le Na2S2O4, le Na2S2O3, voilà, le N2H4. Quoique, ouais, N2H4. Alors ça c'est du sulfite de sodium, hein, pas confondre avec le sulfate de sodium, NaSO4, Na2, voilà, SO4, pas confondre le sulfite du sulfate, hein. Sulfate c'est SO4, ici c'est du SO3, d'après les valences ici, 2 et 3, c'est du sulfite, c'est du sulfite. Parce que le sulfate de sodium c'est Na2
SO4. Ça, c'est du Na2SO3. Donc ça, c'est bien du sulfite de sodium. C'est du sulfite de sodium et pas du sulfate de sodium. Parce que le sulfate de sodium, c'est Na2SO4. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Na2S2O4, c'est quoi? Ça, c'est du dithionite de sodium. Dithionite, bien sûr, avec H, thionite, Thionite, dithionite de sodium, Na2S2O4. Là, Na2S2O3, c'est du thiosulfate de sodium. Et celui-là, c'est l'hydrazine. Voilà, c'est l'hydrazine, celui-ci. Voilà. Et tout cela, si vous voulez, sont réducteurs. Hein, ce sont des éléments réducteurs. Bon, il y en a qui sont réducteurs, des composés qui sont réducteurs. D'autres sont, comment est-ce qu'on appelle ça, oxydants. C'est pour vous dire que ça, c'est, on retrouve en chimie minérale, bon, des composés qui sont réducteurs, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que le résumé de tout ça? C'est que les eaux, c'est une seule entité. Elle répond à la formule CnH2ON. Voilà. Et qu'on a beaucoup de molécules parce qu'on a une distinction entre les aldéhydes, les unités aldéhydiques et les unités cétoniques. Et en plus de ça, on a tout plein d'isoméries là-dedans. On a l'anomérie, l'énantiomérie, la stéréoisomérie. Bref, ça fait quand même pas mal de composés qui vont être construits en plus. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça va se démultiplier pour avoir beaucoup de composés. Alors ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très hydrophiles. Bon, ils vont avoir des ponts H qui vont permettre de s'établir facilement quand ils sont en présence d'eau, qui sont non hydrolysables et qui sont qui sont réducteurs et qui constituent de 1 voire 2% de la masse musculaire. Enfin, ça c'est pour les sucres. Hein. Les sucres en général, les glucides, c'est 1 à 2% de la masse corporelle. Voilà. Alors, moi, je terminerai peut-être par vous dire que, enfin, je ne le dirai pas, je ferai ça dans une autre vidéo. Voilà, tout simplement pour vous dire que, je termine la vidéo ici avec ce résumé. Voilà, donc ça c'est pour les os. Si vous voulez en savoir plus sur les os, mais voici. Je vous remercie.